Bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont par Zoom et bonsoir à ceux et celles qui regarderont en différé. Mais j'étais en train de dire justement que pour les gens qui nous suivent en différé, avec Bastien, bon, on s'adapte à cette idée de que, bon voilà, il y a cette habitude maintenant de regarder plus à l'aise, etc. à la maison, mais ça n'empêche, si vous souhaitez participer, de notre part est un souhait que la plupart des gens qui nous suivent depuis longtemps puissent poser des questions ou des interventions, des commentaires. Pour cela, le plus pratique, donc, c'est de nous envoyer un mail au site du collectif Malgré Tout. Le site du collectif Malgré Tout, vous le trouvez facilement par Google, vous faites collectif Malgré Tout. Et nous, on prend en compte tous les mails qu'on reçoit avec des questions, des interventions. On prend en compte, parfois on répond directement à la question, mais sinon en général, ce qu'on fait avec Bastien, c'est qu'on les intègre au développement de la séance. Bien. Alors, il y avait une fausse annonce qu'Angélique devait encore intervenir aujourd'hui. Mais non. C'est la deuxième. C'est absolument. Alors, j'annonce plus. Un jour, elle va intervenir sur la pédagogie des compétences en rapport, effectivement, avec ce qu'on commence à développer cette année. Vous savez que cette année, notre objectif, c'est de développer ce qu'on appellerait une théorie de la situation. Non ? Alors, je vais restituer un tout petit peu la question de la théorie de la situation. On va revenir un tout petit peu à ce qu'on avait fait la dernière séance avant les grandes vacances, qui était un tout petit peu fixer l'émergence de la situation universelle, n'est-ce pas, ou l'universel comme la seule situation, à travers la révolution galiléenne. On va revenir un tout petit peu là-dessus. Je rappelle un tout petit peu que l'objectif d'élaborer, de comprendre une théorie de la situation réside dans le fait que historiquement nous sommes dans ces moments assez étendus dans le temps, mais quand même assez radical et soudain, ces moments dans lesquels on a assisté à la fin de ces cycles comme ça de la modernité, cette époque de l'homme, l'époque coloniale. Bon, il y a des différents noms et prénoms pour cette période, qui est celle qui est connue comme la production de l'anthropocène, c'est-à-dire celle dans laquelle l'action technologique humaine a modifié matériellement notre planète, etc. Bon. Ça, nous nous situons à ces moments-là. Nous avons dit que pour nous, la fin de la modernité ouvre une période qu'on appelait celle de la complexité, non pas comme théorie, mais comme une réalité matérielle. N'est-ce pas ? Alors, effectivement, aussi, on a beaucoup développé l'année dernière ces moments-là de crise de la modernité dans lesquels on a dit qu'il ne s'agit pas de la fin d'un récit, il s'agit matériellement, objectivement, d'un blocage de certains processus multiples et variés qui, à partir d'un certain moment, commencent à détruire plus de ce qu'ils produisent, n'est-ce pas, et finissent en cycle. Un autre point qu'on avait dit comme ça, pour rappeler un peu, permettre de développer aujourd'hui, on avait situé le fait que, en reprenant aujourd'hui un peu, comme ça connu par tout le monde, les 4 ontologies des Scola, n'est-ce pas, c'est-à-dire 4 ontologies comme 4 modes d'être pour les cultures dans les mondes, non, à travers les âges, à travers la géographie, qui sont, bon, analogisme, totémisme, animisme et naturalisme, qui est la modernité. On a dit quelque chose qui n'est pas en détail, qui est que la seule que nous pouvons dater comme commençant plus ou moins une époque et remplissant un cycle et finissant, c'est la modernité. Et cette modernité ou ce naturalisme n'est pas l'invention de la nature comme... Et là, le naturalisme vient de l'effet de l'invention d'une catégorie, d'un ensemble qui est la nature, opposée au sujet humain, n'est-ce pas ? Mais on a dit que, effectivement, une des caractéristiques de cette époque
de cette mode d'autoproduction du monde et qui va identifier l'objectif historique, l'objectif de l'existence même, par là arriver à un point de domination de la nature, bon, c'est le dispositif cartésien, devenir maître possesseur, mais donc va identifier liberté à force, n'est-ce pas? La liberté et la domination, dominer la nature, dominer sa nature, et donc va identifier les concepts si engageants de liberté, non, à une pratique de domination. Eh bien, cette mode d'existence de la culture, de l'humanité, en étant le seul qui a eu comme objectif la force, paraît quand même un peu dans une sorte de fatalité, c'est condamné à la faiblesse. C'est-à-dire que cette séparation, la séparation moderne, est une séparation effectivement entre force et faiblesse, et on doit avoir la force de dominer. Bon. Toutes les autres ontologies, on pourrait dire qu'elles cohabitent avec une négativité, avec une fragilité, en comprenant la fragilité comme ce qui se situe absolument au-delà des forces ou faiblesses, n'est-ce pas? La fragilité comme ce partage, comme ça, un peu du vivant, le partage du vivant. Justement, avant de venir ici, je devais faire une intervention pour une association très grande des familles d'handicapés, et c'est intéressant de voir comment la société moderne, la société comme ça de la performance, a comme ça mis dans un ghetto la fragilité, non? Il projette chez les handicapés la fragilité qu'elle veut refouler, en provoquant un tas de pratiques qui, au nom du bien, sont des pratiques qui sont d'un grand sadisme souvent, non? Pour tous ces gens-là qui ne sont pas comme on doit être. La fin de la crise, comme ça, de la modernité, cette crise terminale, nous laisse dans la division comme ça de deux mondes. Le monde de la modernité, le monde effectivement de la séparation, le monde dans lequel effectivement il y a ces dispositifs cartésiens avec une vérité universelle à dévoiler, et de l'autre côté la dispersion soit relativiste, soit archi-relativiste, relativiste dans le sens des relativismes culturels, mais archi-relativiste de l'individu. C'est-à-dire que d'un côté, on a le monde de la vérité à dévoiler, d'un autre côté, on a le monde de ce qu'on appelle la post-vérité. C'est-à-dire, à chacun sa vérité, bref, il n'y a pas de vérité. Non? Alors, effectivement, dans le monde de la post-vérité, ou dans le monde, disons, de la dispersion hyper moderne, le dispositif anthropocentrique, que comme on a dit la dernière fois, mais on va revenir, le dispositif anthropocentrique ne veut pas dire que l'espèce humaine en tant qu'espèce était au centre de quoi que ce soit. N'est-ce pas? L'anthropocentrisme est un dispositif matériel, dynamique, etc., dans lequel il y a une place particulière pour l'humanité. Mais l'anthropocentrisme, c'est important quand même de tenir compte, contrairement à ce que le mot dit, ne met pas l'humanité au centre. Non, c'est pas que... voilà. Alors, ces mondes-là, la fin de cet anthropocentrisme laisse la place à une dispute entre qui va occuper les centres, quelle sera la figure qui va occuper ces centres-là. La figure qui aujourd'hui domine, qui a déjà vaincu, qui est là, est la figure du fonctionnement, le pur fonctionnement. Par rapport au pur fonctionnement, n'est-ce pas, c'est un peu ce qu'on disait dans cette non-séparation, mais dans cette tendance où bifurque fonctionner ou exister, n'est-ce pas, tout en sachant qu'il n'y a pas une existence sans fonctionnement, mais bon, fonctionner ou exister. On pourrait dire qu'effectivement, le fonctionnement a vaincu, le pur fonctionnement a vaincu. Mais il est très difficile, il est très compliqué de
c'est faire une idée de qu'est-ce que signifie ce paradigme de pur fonctionnement. La dernière fois, je disais, la haute technologie, non, associée au néolibéralisme, cette haute technologie, nous devons la concevoir comme le fait Umberto Galimberti, non pas comme un instrument pour l'humain, mais nous devons comprendre que la nouvelle technologie a créé un monde. La dernière fois, on donnait même l'exemple de comment, à partir simplement de l'invention de la montre, n'est-ce pas, déjà il y a une modification du monde, n'est-ce pas, une modification de nous dans ce monde-là. Bon. Dans cette nouvelle maison, c'est pas non plus qu'on peut dire, par exemple, la haute technologie possède un degré d'autonomie très grande. C'est une image, mais une image un peu trompeuse. Parce qu'encore, on garde là la séparation dans laquelle il y aurait les humains et les vivants d'un côté et la haute technologie. Ce que nous devons essayer de comprendre vers quoi il faut aller, c'est comprendre que si l'hypothèse d'après laquelle l'haute technologie a déjà créé un monde différent, que nous avons déménagé vers ce monde différent, dans ce monde différent, tout est hybridation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme, une femme, un chien, une plante et la technologie en face. La maison, elle est créée avec une domination technologique, effectivement, mais cette domination technologique n'existe pas en face d'un vivant, homme, femme, animal, plante. Ces déménagements, il ne faut pas les comprendre comme un déménagement dans lequel nous restons même et on déménage. Vous savez, parce que ça on l'a travaillé d'autres années, que le propre d'un organisme vivant, d'un organisme tout court, mais d'un organisme vivant en particulier, et que l'organisme vivant reste même, c'est ce qu'on appelait un peu, de façon un peu barbare, la mémété, non, le caractère de rester même. Non, reste même parce qu'il change en permanence, il perd ses parties extensives et incorpore de nouvelles. Alors, on voyait ça avec l'image d'un espace vectoriel dans lequel des vecteurs de différents types forment une unité organique. Non, la question c'est que quand le changement il est trop brutal, trop rapide, ce qui va mettre en cause, justement, c'est la possibilité de garder la mémété pour le vivant. C'est-à-dire que le vivant, et alors là, il faut le comprendre de façon très très concrète, c'est-à-dire ces mondes, ces formes du nouveau monde façonnés par la haute technologie, par exemple, très concrètement, pour beaucoup d'espèces vivantes, ne pas garder sa mémété, ça veut dire concrètement l'extension, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire que dans cette nouvelle contrainte, dans ce nouveau ensemble de contraintes, il y a beaucoup d'espèces qui n'ont pas pu survivre. Et il y a beaucoup qui, tout en gardant cette mémété, sont attaqués, comme nous, hein, comme les humains, hein, c'est-à-dire avec les déploiements comme ça exponentiels des cancers, des maladies auto-immunes, etc., n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on voit bien que notre espèce, pour le moment, n'arrive pas à trouver une stabilité, hein, ne trouve pas à trouver une stabilité, tout en sachant que la stabilité pour les vivants, elle est sous condition de s'éloigner de l'équilibre. C'est pour ça que la stabilité du vivant est très délicate, parce qu'elle doit s'éloigner de l'équilibre, mais sans s'éloigner trop et tomber, n'est-ce pas? Si ça s'approche trop de l'équilibre, c'est la mort, n'est-ce pas? C'est le devenir en agrégat. Si s'éloigne trop, c'est l'extinction. Alors, notre espèce, effectivement, nous sommes là, mais nous sommes là, les changements ne se voient pas dans les phénotypes, n'est-ce pas? Ça ne se voit pas dans la forme, mais les changements que nous sommes en train de subir, moi je travaillais de façon très restreinte à niveau des cerveaux,
les changements que ça implique, n'est-ce pas? Mais les changements sont multiples et surtout sont des changements que nous voyons d'un point de vue épidémiologique, hein, avec cette difficulté qu'est notre espèce. Bon, il y a des espèces donc qui gardent leur puissance, cette mémété, donc qui continuent à exister apparemment sans trop de difficultés. Il y a d'autres qui c'est plus compliqué. Et c'est là où il y a un gros point d'interrogation. Est-ce que dans ce monde du fonctionnement, dans cette maison, comme dirait Gallimberg, ce monde créé par la technologie, est-ce que sans les modifier, sans introduire des fissures, sans transgresser les murs, n'est-ce pas, les nouveaux murs de cette maison, est-ce que c'est vivable ou c'est pas vivable? Et bien là, il y a un point d'interrogation. On ne sait pas si c'est vivable ou c'est pas vivable. D'un point de vue de notre conception de comprendre ce monde de fonctionnement, les difficultés sont plusieurs. C'est-à-dire que tout soit devenu fonctionnement en prenant les fonctionnements non pas comme un élément transitif, c'est-à-dire que les fonctionnements ne fonctionnent pas pour quelque chose. L'idée un tout petit peu naïve, c'est de dire si je fonctionne pour faire quelque chose. Ce qui est compliqué vraiment de concevoir, de comprendre, d'expérimenter, c'est que les fonctionnements dans le monde hypermoderne, pour le nommer comme ça, les fonctionnements ont sa propre fin. C'est-à-dire, on n'est pas transitif. C'est-à-dire, le fonctionnement comme l'innovation appelle une nouvelle innovation. Ce n'est pas une innovation pour quelque chose. Les fonctionnements et l'innovation deviennent sa propre finalité. Alors, je vais vous donner 3 exemples de comment, de façon très étonnante, ces fonctionnements deviennent sa propre finalité. Un, c'est celui qui a à voir avec les travaux d'Angélique sur la pédagogie des compétences. La pédagogie des compétences, vous savez, c'est la pédagogie dans laquelle, plutôt que de s'occuper des savoirs, on va s'occuper de la façon d'acquérir, oublier les savoirs. Bon, très bien, jusque-là, on se dit, finalement, c'est une sorte de dynamique plus rapide, plus fluide, mais quand on se penche vraiment sur l'essence même de la pédagogie des compétences, on comprend quelque chose que, d'abord, c'est un tout petit peu étonnant. Il y a un réalisme sur lequel on va revenir, parce qu'on considère qu'il y a un monde comme ça et qu'il faut s'adapter. C'est un monde toujours extérieur aux organismes. Mais ça, on va revenir. Mais le plus surprenant et le plus difficile à comprendre, c'est que les savoirs dans la pédagogie des compétences peuvent devenir gênants pour la pédagogie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si un élève s'attache trop à un savoir, à une discipline, c'est-à-dire les disciplines, l'apprentissage des disciplines, si un élève s'attache trop à une discipline, eh bien, ça bloque sa capacité d'adapter la pédagogie des compétences, la dynamique de la pédagogie des compétences. C'est compréhensible, ça? C'est-à-dire que la pédagogie des compétences, donc, finalement, c'est quelque chose que moi je trouve quand même, d'accord, compréhensible, mais difficile à incorporer, n'est-ce pas? C'est de dire, eh bien, dans la pédagogie des compétences, les disciplines sont secondaires par rapport à la dynamique. Angélique, elle va venir, un de ces 4, va vous raconter quand elle commence son bouquin L'école des compétences, elle raconte ça très clairement. Elle dit qu'un jour, il y a un mec, un inspecteur, quand elle était encore enseignante au secondaire, il y a un mec qui vient, un inspecteur, pour voir comment appliquer la nouvelle pédagogie des compétences, et alors elle est en train de faire un cours de philosophie sur les religions. Et alors, donc, elle explique la question de la religion, c'est toujours délicat, on est en France, expliquer philosophiquement la religion. Alors, les gens interviennent, plus ou moins, et alors, elle finit de donner son cours, et le mec lui dit, bon, qu'est-ce que tu penses de ton cours? Alors, elle dit, bon, mais voilà, elle parle parce que la religion, dans la culture, non, ça, c'est pas ça. Elle dit, bon, non, mais par exemple, c'est important d'expliquer, non, et alors quoi? Alors il dit, tu vois, par exemple, celui-là, il est très inhibé.
ça aurait été important qu'il parle. Et celui-là, il se sentait trop, il connaissait trop, il a parlé trop. Bon, bref, aux yeux étonnés d'Angélique, les mecs l'expliquent une dynamique vidée de tout contenu qui devenait l'objectif. Vous comprenez? L'objectif devenait une dynamique vidée de contenu. Bon, c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, elle est dominante en France, en Italie. Il commence à avoir des résistances, n'est-ce pas? Il commence à avoir quand même, parce qu'au départ, vous voyez, quand vous lisez les énoncés comme ça des institutions européennes qui avancent ça, ils disent il faut apprendre à apprendre, apprendre à oublier ce qu'on a appris. Voilà. Et alors donc, par exemple, parmi les compétences, c'est savoir-être. C'est une compétence, savoir-être. Non? Bon, alors, les premières... Là, dans l'exemple que tu donnes, toutes ces compétences, in fine, elles servent à mieux travailler en entreprise. Je veux dire, elles sont transitives d'une certaine façon. Elles servent à mieux s'intégrer dans le monde de... Si. Elles sont transitives, oui et non, je dirais, parce qu'au fait, tu dois fonctionner pour fonctionner. Tu vois, pour fonctionner dans l'entreprise. Tu vois, c'est-à-dire que ça devient la finalité. C'est-à-dire que la finalité de l'étude, de l'enseignement, est fonctionner pour que tu puisses fonctionner. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est-à-dire, il y a une sorte de... Voilà, ça devient la finalité en soi de fonctionner. Alors nous savons, d'un point de vue plus psychopathologique, non, que dans un monde plein de menaces, le fonctionnement est anxiolytique. C'est-à-dire que tu écoutes la radio, tu lis le journal, tu te dis, bon, c'est l'apocalypse, mais il est très facile de tout à coup tourner la jauge vers je fonctionne bien ou mal. Non? Alors, le premier exemple que je vous donne, c'est celui-là. C'est quand même assez étonnant, de village. Non? Il y a une sorte de nihilisme là. Non? Le deuxième exemple, c'est l'exemple médical. Hein? Vous savez que dans la dispersion, quand on dit qu'au monde galiléen moderne de l'unité, non, le succès des mondes de fractionnement, de la dislocation, non, de la dispersion. Dans cette dispersion, ce qu'on appelle l'être humain, l'homme, non, eh bien, lui non plus, il ne va pas garder l'unité. Non? C'est-à-dire que pour nous, qu'on est des orphelins de la modernité, c'est parfois compliqué de comprendre ça. Non? Dans la psychanalyse, il y a eu Deleuze, Guattari, il y a eu Janet, il y a eu des psys qui ont essayé de penser un modèle d'être humain dans une multiplicité. Mais c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la modernité fera un effort énorme de sa naissance jusqu'à la fin pour individuer l'humain, non, individuer l'humain comme des unités fermées existantes, non. Et alors c'est même tout un effort, c'est tout un effort pour arriver à avoir un moi fort. Alors toutes les questions qui va se poser la femme, l'homme de la modernité, c'est une question qui s'adresse à un moi englobant peut-être une multiplicité, mais une multiplicité une. Okay. Or, un des effets de justement la crise de la modernité est que même cette unité-là va exploser. C'est-à-dire qu'à vrai dire, il n'y a aucune unité qui tient. Il y a les fractionnements, la dispersion, elle est totale. Toutes les unités qui correspondaient à l'individuation moderne sautent. C'est-à-dire saute dans une nouvelle réindividuation, effectivement, mais cette nouvelle réindividuation, il n'y a aucune raison pour qu'il garde les unités de l'individuation antérieure, vous comprenez? C'est-à-dire, nous pouvons, en parlant comme Simondon d'individuation, on peut dire qu'effectivement, par exemple, dans l'animisme, l'individuation ne passe pas par une frontière humaine et autre chose, du tout. C'est-à-dire, dans l'animisme, la frontière passe entre ceux qui possèdent une âme, la chose, non, qui possède une âme,
et la chose qui ne possède pas une âme, par exemple. Donc, ce n'est pas la première fois du tout que l'unité de l'être humain est fragmentée. Simplement, comme on est tellement formaté par cette vision d'une unité individuelle, moi égale à moi, etc., ça nous semble très étonnant. Pour comprendre ce qui arrive maintenant avec la fragmentation fonctionnaliste, c'est intéressant de voir que l'humanité a vécu toujours, sauf une petite période de la modernité, non? Toujours elle a vécu avec des modes d'individuation, des modes d'individuation et d'unité, de formation d'unité, qui n'a jamais n'a recouvré des êtres humains et la nature et les animaux et les plantes. Non. C'est-à-dire les frontières de ce qui faisait une unité passaient par autre chose. C'est compréhensible ça, les frontières qui faisaient une unité passaient par autre chose. Bien, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est qu'effectivement, l'unité individu qui était tous les modes d'existence de l'humanité pendant la modernité était l'unité individu. Eh bien, cette unité-là, aujourd'hui, elle est fragmentée. Cette fragmentation, dans la médecine, par exemple, aussi offre un exemple, pour moi, parmi les trois que je vais donner, un exemple paradoxal pour nous, une fois encore, les orphelins de la modernité. Pourquoi? Parce que on va voir notre toubib. Si le toubib, il est jeune, formé, et plein d'appareils, et la première surprise, mais c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté ça, sauf les chanceux que ça fait longtemps qu'ils ne vont pas chez le toubib, mais tout le monde a expérimenté ça, et vous verrez, c'est une sorte de témoignage, comme la lettre volée, vous savez, d'Edgar Allan Poe. Il est là, et comme il est là, tellement visible, personne ne la voit. Eh bien, tout le monde a expérimenté qu'on va voir les toubibs, et les toubibs presque ne vous regardent pas. Vos questions, vos interventions les dérangent parce qu'il a une grille, et vous devez répondre à cette grille-là, et à travers cette grille-là, le mec, il a diagnostic et traitement. Or, cette grille-là qui est la réalisation de la fameuse biopolitique de Foucault, que vous savez, Foucault, il arrive jusqu'à dénoncer la biopolitique, et après, s'arrête, non, en parlant de néolibéralisme. Dans cette biopolitique, dans cette biopouvoir, à vrai dire, c'est que la médecine, ce dont la médecine va s'occuper, ce n'est plus, c'est ce qui sent les gens, hein, ce n'est plus de la santé ou la vie ou la survie du bonhomme, la bonne femme qui est en face, il est en train de s'occuper d'autre chose. Mais de quoi il s'occupe? Eh bien, la forme fonctionnante de la médecine est cette gestion que Foucault, oui, énonce, gestion des populations dans lesquelles on s'occupe des cancers de foie, dépression, vous voyez, c'est-à-dire qu'on s'occupe comme ça, on gère des pathologies qui attaquent à des organes différents dans une sorte de vision dislocante de l'unité de la personne. Alors, effectivement, la deuxième surprise dans les devenirs fonctionnants, c'est que nous, en tant que formatés par la modernité, on est très étonnés de voir que l'objectif de la médecine, ce n'est plus, dans tous les cas pas plus prioritairement, guérir la personne qui est en face, malgré la bonne volonté du toubib. Le toubib, je pense qu'il est dans un imaginaire de vous guérir. Mais la façon d'intervenir est une façon dans laquelle, malgré la bonne intention du toubib, eh bien, il gère des organes disloqués que dans tel secteur géographique on traitera comme ci, dans un autre on traitera comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est cette dislocation. Donc la deuxième surprise, c'est ça. La deuxième surprise, c'est qu'à l'instar de l'éducation dans laquelle la question ne c'était pas que des personnes acquièrent des connaissances, dans la deuxième, c'est que la médecine n'a plus comme objectif principal de s'occuper du malade qui est là, mais
de gérer des populations d'organes de façon épidémiologique et probabilistique, statistique. Et la troisième, que c'est la plus rigolote, c'est l'économique. La troisième surprise, c'est l'économie. Pourquoi? Parce que, pour le dire tout de suite, après essayer de le déployer, il s'avère que si le fonctionnement est sa propre fin, on doit utiliser cette hypothèse pour comprendre pourquoi même la recherche du profit devient un empêchement pour le bon fonctionnement. Vous comprenez? C'est-à-dire que la macroéconomie fonctionnante, si nous essayons de la comprendre de façon transitive, moderne, on fait ci pour ça ou pour là, eh bien, même si nous essayons de comprendre, parce que bon, effectivement, c'est très facile de voir, par exemple, Milley est une sorte d'exemple comme ça de fonctionnement. Aujourd'hui, j'entendais à la radio argentine la question des retraités. Non, les retraités n'arrivent pas à comprendre. Ils disent ils ne nous donnent plus de médicaments, aucun médicament remboursé. Mais alors quoi? Alors quoi? Dans les variantes d'ajustement, l'humain est une variante d'ajustement. Et alors, les retraités, dans la variante d'ajustement humain, les retraités, c'est la variante d'ajustement qu'on va ajuster les plus. Alors, c'était intéressant parce que on voyait la surprise des retraités qui parlaient, parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'il veut? Vous comprenez, comme en disant, mais il pense, vous voyez, parce qu'il y a comme une sorte d'incrédulité qui finit par donner un chèque en blanc à Milley, non? Pourquoi? Parce que l'incrédulité dit, c'est con, il croit qu'il va résoudre le problème en faisant ça. Vous comprenez? Et au fait, non. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a Tartampion, peu importe, comme candidat. Alors le mec, il dit, je vais faire un plan d'ajustement, il y aura la rigueur économique, parce que demain, on va raser gratis. Milley ne dit plus ça. Milley, qui est celui qui parle le plus vrai de tous, n'est-ce pas? Milley, il ne dit pas ça. Milley, il dit, l'économie va bien. Et l'inflation, le dollar, n'est-ce pas? Et alors, les gens sont dans cette incrédulité de dire, non. Et ils sont encore, vous voyez, dans ce modèle moderne de dire, mais j'y arriverai pas. Je vais mourir, disaient les retraités, avant que ça arrive. Et à vrai dire, non. À vrai dire, ils ne vont pas mourir avant que ça arrive, parce que ça ne vise pas ça. Le fonctionnement ne vise pas ça. Alors, de la même façon que le fonctionnement de la macroéconomie n'est ni au service ni contre l'humain, l'humain est une variable d'ajustement, et bien de la même façon, vous pouvez trouver facilement, si vous cherchez, des exemples dans lesquels on se dit, mais dans ce type de fonctionnement, dans cette orientation-là, on ne maximise pas les bénéfices. Vous voyez? Eh bien, parce qu'effectivement, même les bénéfices n'est pas l'objectif du fonctionnement. Les fonctionnements a comme objectif les fonctionnements malgré les bénéfices. Vous voyez? Et alors, qui dit ça? Ce n'est pas les retraités qui n'ont pas à manger, ils le disent les industriels. Ils disent, mais ils ne voient pas. Vous voyez, ils disent, on ne voit pas. Alors, pareil, ils restent dans l'idée, ils s'égourent. On n'arriverait pas à là. Et moi, je pense que c'est là où il y a le changement de paradigme et la difficulté à penser, de voir qu'effectivement, on doit prendre très au sérieux l'hypothèse d'après laquelle le fonctionnement est sa propre finalité, parce que du coup, il y a une certaine compréhension de ce qui apparaît d'une irrationalité totale. Non? Alors, pour irrationnel, oui, effectivement, il y a un côté absolument barjot de Milley, qui n'est pas du tout un accident. Hein. C'est-à-dire, moi, je pense que les côtés non viables du pur fonctionnement va de pair avec, vous voyez, c'est le refoulé, les retours des refoulés, c'est-à-dire tous les côtés
humains, de vie, de la culture, qui sont écrasés par le pur fonctionnement, en étant non viables, hein, provoque une violence, une grossièreté, un style de gouvernement, qui est un style de gouvernement qui aujourd'hui est en train de devenir un tout petit peu assez commun, hein, avec Trump, Bolsonaro, l'Hongrois, là, c'est-à-dire ces modes de fonctionnement dans lesquels il y a un fonctionnement, et parallèlement on voit un fonctionnement froid, absolument froid, et parallèlement une folie, une grossièreté, une violence qui se développe, non? Qui, à mon avis, n'est pas un accident, c'est l'envers et le revers de la médaille. Alors, dans cette nouvelle, dans cette dispersion, ce qui fait unité, la nouvelle unité, disons, la nouvelle individuation, est une individuation fonctionnaliste, purement fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'on a... voilà. Alors, nous, quand on parle de théorie de la situation, nous disons, entre le monde de l'universel, de la vérité, du progrès, de l'historicisme, n'est-ce pas, de l'humanisme, entre ces mondes-là, comme on disait Couche, le monde d'Elser, hein, avec cette unification, et la dispersion, nous disons, la seule façon de pouvoir penser et agir dans la complexité, c'est effectivement une théorie de la situation, parce que notre hypothèse est que si nous comprenons à quoi on appelle situation, et ça sera ce qu'on va développer, n'est-ce pas, eh bien, c'est simplement à travers des situations territorialisées, locales, organiques, qu'on peut éviter de tomber soit dans la tentation d'une nouvelle unification, et vous savez, la tentation d'une nouvelle unification aujourd'hui vient par certains fanatismes religieux, par certaines folies, n'est-ce pas, ou sexistes, par cette tentation-là, ou dans la post-vérité, cette post-modernité nihiliste des pur fonctionnement. Alors, pour cela, moi je vais revenir un tout petit peu à l'exemple de l'émergence comme ça scientifique de cette modernité. Vous savez que l'énoncé de Galilée, nous citions comme ça symboliquement Galilée, l'émergence, la mise en forme de cette modernité, non, avec l'idée de la mathésis universelle. Vous savez que Galilée, il écrit clairement que pour connaître, nous devons abandonner les sensibles. Hein? Et je pense qu'il faut tenir en compte cet énoncé-là, parce que c'est fondamental. C'est-à-dire, pour connaître, nous devons abandonner les sensibles. Ça, c'est tout à fait compréhensible si on pense quand même que dans la mathésis universelle, dans les rapports sujet de la connaissance, les chercheurs, la personne qui connaît, doit s'extraire de l'objet connu. C'est-à-dire que là-dedans, on est avec Galilée dans une version scientifique des dispositifs cartésiens. Il y a un sujet extrait du monde. Pour Galilée, voilà, pour connaître, nous devons abandonner le sensible. Hein? On doit abandonner le sensible. On doit arriver à une connaissance qui est fondée directement dans la séparation, non, platonicienne, corps-esprit, hein, et dans lesquelles la vérité est, comme chez Platon, du côté de l'esprit, du côté de la connaissance objective, qui ne dit pas esprit parce que, effectivement, c'est matérialiste. Bon. Alors, ce que j'ai fait la dernière fois, c'était effectivement, je disais, avec Galilée, il va apparaître l'idée d'une certaine objectivité. Alors je disais comme ça pour prendre n'importe quoi, une barre de fer. Je disais une barre de fer. Alors Galilée va dire, cette barre de fer, il mesure 1 mètre. Alors cette barre de fer, elle mesure 1 mètre, alors on dit, bon, objectivement, elle mesure 1 mètre. Hein? Alors,
cette objectivité de la mesure, non, alors on doit mesurer, ça va avec la unification des poids et des mesures, les besoins de trouver des unités d'échange. Hein. Mais bon, alors, si cette barre mesure 1 mètre, non, on va dire que ça, c'est considéré la situation universelle. C'est 1 mètre dans tous les mondes possibles. Alors nous, on disait, imaginons des situations territorialisées, une situation concrète dans laquelle cette barre-là, ici, elle mesure comme ça. Parce que transposée de ces points de vue, elle mesure là. On va dire que chaque situation, on va l'appeler un point de vue. Un point de vue matériel, non pas un point de vue subjectif. Hein. Le point de vue, le concept de point de vue, que ce soit chez Leibniz comme chez Spinoza, les points de vue précèdent le sujet. Hein. C'est-à-dire que c'est dans les points de vue qui va émerger le sujet. On dit avec les mots de Simondon, les points de vue précèdent l'individué. Hein. L'individuation précède l'individué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des individus ou des sujets qui ont un point de vue, le point de vue précède le sujet. Alors on va dire, dès ces points de vue-là, cette barre-là mesure comme c'est. Depuis la situation 2, eh bien, depuis la situation 2, on peut dire que ça se rapproche beaucoup. Ça rapproche beaucoup. Depuis la situation 3, on va dire que situation 3, on dira presque que c'est presque un point, que c'est très court, bon, etc. Alors, effectivement, qu'est-ce qui reste caché là-dedans? L'universel, il est fondé sur l'idée. On peut avoir une connaissance objective en dehors des sujets, en dehors des points de vue. Toute connaissance doit être une connaissance objective. Dans la mathématique universelle, ça ne se discute pas. Ce qui est vrai là est vrai dans tous les mondes possibles. Mais alors, je disais la première fois que j'avais commencé à présenter ces schémas, mais à vrai dire, cet universel-là, comment se présente dans la narration de la modernité? Ça se présente comme le dévoilement d'une vérité. Hein? C'est-à-dire, c'est pourquoi on parle dans l'éclatement de la modernité du monde de la post-vérité. Hein? Là, il y a une vérité. Cette vérité, elle est objective et indépendamment du sujet qui la connaît ou qui ne la connaît pas. Alors, par rapport à la vérité, on peut la connaître ou se tromper. La connaître ou se tromper. Hein? Et alors, ce qui reste caché, je disais la première fois que j'ai commencé à faire ces modèles-là, ce qui reste caché, c'est la situation X dans laquelle cette mesure apparaît. C'est quoi la situation X? C'est quoi la situation? Eh bien, la situation, c'est la situation historique, géographique, non? Du début du mercantilisme, du développement de la acquisition de capitaux, l'accumulation des capitaux, la navigation pour chercher des matières premières, la production, un certain monde qui a besoin de quoi? Qui a besoin d'une unification des mesures, des poids, n'est-ce pas? Qui a besoin aussi de passer de la monnaie d'échange, comme on dit, à une monnaie d'échange, hein, parce que on ne peut plus être ni dans le troc, on ne peut plus être dans un commerce tout à fait territorialisé. Il faut trouver des mesures unies pour que ce mercantilisme, ce pré-capitalisme se développe. Eh bien, ce qui va rester caché dans l'émergence de l'universel, c'est la situation qui l'a fait émerger. Or, cette situation qui fait émerger,
il n'invente pas simplement que cette barre de fer mesure 1 mètre. Ce qu'il va inventer, c'est beaucoup de choses. Il va inventer qu'il existe un modèle d'homme universel. Non? Et que tous les autres, effectivement, n'étant pas des modes d'être de l'humain, tous les autres, eh bien, connaîtraient par exemple des biais cognitifs. Je sais pas, non, ça serait des hommes en voie de développement. Vous voyez, c'est-à-dire que ici la barre d'1 mètre est une barre en voie de développement. De la même façon que les hommes qui n'habitent pas cette situation-là sont des, comme on dirait Fray Bartolomé de las Casas, des hommes à l'humanité non accomplie. C'est-à-dire que ces petits schémas, non, nous permettent un tout petit peu de comprendre ces moments de l'émergence de l'universel européen, colonial, patriarcal, qui est quand même le monde de la séparation binaire. Pourquoi séparation binaire? Eh bien parce que dans cette connaissance-là, qui se veut objective, qui se présente comme la séparation, la division entre le sujet de la connaissance et l'objet connu, va apparaître quelque chose que dans les autres cultures, non, là je mets 3 d'une façon un peu, bon voilà, et ça serait les 3 autres ontologies, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, dans les autres ontologies, qu'est-ce qui n'existe pas? Ben, ce qui n'existe pas, c'est ce que Rolf Foucault explique, ben, il n'existe pas d'objet séparé. Il n'existe pas d'objet séparé, parce qu'il n'y a pas de sujet séparé. Vous savez, dans les ontologies non modernes, dans les ontologies de la non-séparation, c'est-à-dire essayons de voir un tout petit peu, comme ça, une sorte de scan, comme on dit, non, de quels sont les éléments, les axes principaux des ontologies de la non-séparation, non moderne. Hein. Eh bien, on peut dire, comme il n'y a pas de sujet séparé, il n'y a pas d'objet. Et alors, Couche, il va nommer la ville, il nomme la ville comme le monde moderne, il l'assimile à la ville, il va dire l'homme de la ville a d'objets. Il appelle même la cour aux objets, c'est-à-dire il y a plein d'objets. Et il est noyé des objets, des couches, et il va dire il est tellement noyé des objets que, inévitablement, lui aussi sera réifié, il deviendra un objet parmi les objets. Non? Mais par exemple, dans les autres ontologies, il n'y a pas d'objet d'art. Hein? Ça n'existe pas. Vous savez, quand on dit un musée en Afrique, un musée dans la nation quechua ou mapuche, il ne peut pas avoir de musée d'art. Pourquoi? Eh bien parce que l'art, non, percevoir un objet d'art séparé des objets d'utilisation, eh bien, c'est encore une conséquence de la séparation binaire. Alors bon, on sait très bien aussi qu'il y a un binarisme très accentué entre les masculins et les féminins. Il y a une production du féminin, une production du masculin comme absolument séparées. Alors, juste un détail pour celles qui connaissent Descola. Hein. C'est-à-dire quand Descola va expliquer qu'il y a des continuités et discontinuités dans toutes les ontologies, continuité ou discontinuité ne veut pas dire séparation binaire. Continuité ou discontinuité, ça veut dire par exemple que dans l'animisme, il y a une continuité de l'esprit et une discontinuité de la forme matérielle, par exemple, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a tout un régime de continuité et discontinuité que je vous laisse découvrir dans Par-delà culture, nature et culture, mais effectivement, il n'y a pas de culture sans taxinomie qui divise, qui se fonde sur qu'est-ce qui est continu, qu'est-ce qui est discontinu, n'est-ce pas? Même quand on dit qu'il n'y a pas d'humanité dans les autres 3 ontologies. Quand on dit qu'il n'y a pas d'humanité, c'est parce qu'effectivement, l'humanité ne constitue pas une unité en discontinuité avec les autres éléments. Les discontinuités dans les autres ontologies sont fondées sur autre chose qu'humain, non humain, par exemple. Donc Descola il dit que ce schéma binaire est un schéma partagé par toutes les ontologies
Par contre, la nôtre est la seule à avoir mis à une séparation ontologique radicale dans ces séparations-là. Effectivement, c'est pour ça qu'il n'emploie le terme de continuité, discontinuité pour l'animisme, le totémisme, ou en tout cas les trois autres ontologies que le naturalisme. Alors, effectivement, nous devons tenir compte quelque chose qui va nous revenir sur la tête à la crise de l'universel occidental. Il faut se rappeler la condition de la connaissance que va donner Galilée en suivant Descartes, qui est abandonner les sensibles. Non? Le dispositif colonial va placer les sensibles dans les autres cultures, en disant ils ne peuvent pas connaître parce qu'ils sont trop proches du sensible. C'est-à-dire qu'ils sont empêchés de connaître. Ils sont empêchés de connaître parce que la sensibilité va contre l'objectivité. Mais quelle objectivité? Eh bien parce que l'objectivité dans le monde colonial, universaliste, eh bien elle est assimilée à la mesurabilité. C'est mesurable quantitativement. Si c'est mesurable, c'est objectif. Alors, le mouvement colonial consiste très clairement dans l'introduction par la force de cet universel qui va considérer qu'il y a une vérité, tout le monde tend avec cette vérité, c'est l'historicisme, n'est-ce pas? C'est l'historicisme, la téléologie, c'est-à-dire si nous sommes tous humains, s'il y a une vérité universelle, eh bien, nous sommes tous à nous mesurer par rapport à notre distance ou proximité à cette vérité universelle. Voilà. Alors, effectivement, quand nous voyons ces dispositifs, nous pouvons aussi dire qu'est-ce qui se passe une fois que, tout à coup, cette situation-là universelle, cette situation qui se met centrale, etc., perd sa centralité. Qu'est-ce qui se passe quand la société occidentale se trouve en crise? La première chose qui va se passer, c'est que la société occidentale, les naturalismes, l'humanisme, etc., il va devenir un mode parmi les autres. Il devient un mode parmi les autres. Mais ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est un peu compliqué parce que ces modes-là, et les modes qui s'appellent universels. Alors, ce mode-là universel est un mode parmi les autres. Et c'est là où nous voyons l'ouverture vers l'autre. Donc, si ça c'est l'universel, on pourrait dire beaucoup d'autres choses pour préciser ces mondes binaires, etc. Mais disons, pour revenir un peu plus tard. La crise du monde universel, du monde de la vérité, etc., effectivement, va procéder à une rupture de cette unité qui correspond, vous savez, dans cet exemple que donne Hegel dans son bouquin La raison dans l'histoire, il y a un chapitre qui s'appelle La ruse de l'histoire, et c'est très intéressant parce qu'il va dire que les individus, non, sans le savoir, je crois que la phrase de Hegel c'est en vaquant à leur activité, non? En vaquant à leur activité, les individus ignorent qu'ils servent un objectif commun. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un chemin très clairement hegelien qui fait Hegel dans la ruse de l'histoire. C'est quoi la ruse de l'histoire? La ruse de l'histoire, c'est que personne n'a besoin et personne n'a accès à cette conscience universelle. Non? C'est la base de la téléologie, c'est-à-dire du futur, de ce qui n'existe pas encore, ordonne ce qui existe aujourd'hui. Non? Alors ce qu'il va dire Hegel, c'est les individus vaquant à leur activité, tout égoïstes, tout centrés sur leur intérêt, ignorent servir un projet commun. Eh bien, la fin de la modernité, la crise de la modernité, la fin de cette idée de la téléologie, eh bien, la fin de cette idée de la téléologie
qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les individus vacants à leur activité égoïste, vaquent à leur activité égoïste. Vous comprenez? C'est-à-dire que si nous devons finir la phrase, actualiser la phrase de Hegel, on dirait les individus vacants à leur activité égoïste en suivant leur intérêt personnel, vaquent à leur activité égoïste en servant leur intérêt personnel. Vous comprenez? C'est la dispersion. Bon, cette dispersion, nous avons dit avant, c'est une dispersion qui, en plus, implique aussi une dispersion, aussi une dislocation de l'individu lui-même, puisque l'individu de la modernité est aussi une construction. Eh bien, dans les dispositifs modernes, la téléologie occupe un rôle principal. Pourquoi? Parce que l'historicisme, la téléologie. Pourquoi? Parce que la réalité actuelle, l'actualité, ce qui est, n'est jamais accompli. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les dispositifs modernes, ces dispositifs des lettres, eh bien, des lettres, il n'y a que du manque à être. Hein? C'est-à-dire il y a même toute une psychanalyse dans laquelle le manque est central. Non? Et alors on dit, finalement, il y a des pays en voie de développement, il y a des hommes et des femmes en voie de développement, etc., etc. Mais dans tous les cas, dans les dispositifs téléologiques de la modernité, le présent n'est pas autre chose que les moments dans lesquels, en constatant le manque du passé, on ordonne notre présent au nom de la promesse future. Hein? C'est-à-dire qu'il y a toute une temporalité, qui est une temporalité fondée sur quelque chose que, de mon point de vue, est tout à fait occidental, qui est le monde des idées. Hein? Le monde des idées. C'est quoi le monde des idées? Le monde des idées, c'est le monde dans lequel, à l'existant, on lui oppose des possibles idéaux, mais qui ne correspondent pas à l'existant concret. N'est-ce pas? Ne correspondant pas à l'existant concret. Alors c'est le monde des idées. Et le monde des idées, qui est d'après Platon, c'est effectivement le monde de la vérité. Et le monde actuel, le monde des corps, on va dire Platon, eh bien c'est le monde des simulacres. C'est le monde des simulacres. C'est le monde inaccompli des simulacres. Alors, nous voyons que, effectivement, ce monde-là, avec sa temporalité, sa séparation dans laquelle le passé est obscur, hein, vous savez tout le remaniement qu'il y a eu pour inventer un Moyen-Âge plein d'obscurité et d'horreur, parce qu'il était nécessaire d'inventer un passé horrible pour imaginer un futur promesse et mieux grasser de façon disciplinaire le présent. Hein, c'est-à-dire, c'est le rôle de l'avant-garde. Les avant-gardes, hein, comme dirait Pasteur, hein, c'est là dans la conférence que je faisais pour un milieu handicapé, vous savez la fameuse phrase de Louis Pasteur qui dit « Je ne te demande pas à quelle race t'appartient, à quelle religion t'appartient, tu souffres, tu m'appartiens, je te soulagerai. » N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu m'appartiens. Hein? Alors, les problèmes avec la phrase de Pasteur et le pouvoir médical a le même problème que la ruse de l'histoire de Hegel. Non? Je te soulagerai est là. Non? Je te soulagerai est là. Quand le je te soulagerai devient un peu pas si sûr que ça, eh bien la seule chose qui reste, c'est tu m'appartiens. Tu m'appartiens. C'est-à-dire c'est une sorte de pouvoir comme ça. Tu souffres, tu m'appartiens. Hein? Que ça, ça s'articule très bien avec la version hyper moderne, sans téléologie, de pur fonctionnement. Vous comprenez? C'est-à-dire que de la même façon qu'on peut couper la phrase de la ruse de l'histoire de Hegel en disant l'individu vacant à ses activités égoïstes vaque à ses activités égoïstes, la phrase de Louis Pasteur, on peut aussi la couper en laissant de côté je te soulagerai et en disant tu m'appartiens. C'est-à-dire que le malade, et on l'a vu pendant la pandémie, comment effectivement ça a très très bien fonctionné, c'est-à-dire il fallait
on a développé à niveau mondial un truc vraiment incroyable, un régime d'obéissance dans lequel, sans aucune promesse, parce que bon, les vaccins étaient un pari, disons, n'est-ce pas? Parfois sortaient bien, parfois sortaient mal, mais un pari, disons. Mais en tous les cas, sans promesse, puisqu'on n'avait plus de promesse, eh bien, le biopouvoir a développé, a pratiqué la phrase tronquée des pasteurs, tu m'appartiens. Et alors, appartenir, visiblement, c'est aussi anxiolytique. C'est pour ça aussi que ça fonctionne si bien. Hein. C'est-à-dire les fameux trucs d'Hobbes de lâcher la liberté pour la sécurité. On lâche la liberté, le problème c'est qu'on n'a pas non plus la sécurité, mais au moins l'illusion de sécurité fonctionne. Hein. Juste, Miguel, est-ce que dans la réactualisation un peu ironique de la phrase de Hegel, ça ne va pas contre, mais ce qu'on disait au début, ce que tu disais au début sur le nouveau paradigme fonctionnaliste où il n'y a même plus une visée d'un certain profil, etc. Parce que dire les individus vacants à leur activité personnelle, visent leur intérêt personnel, blablabla, c'est à la fois maintenir l'individu comme un peu noyau ontologique alors que c'est plutôt une désagrégation totale, et encore un individu qui, dans un raisonnement linéaire, cause-effet, coût-bénéfice, vise un intérêt personnel alors que c'est plus le cas, parce que c'est une multiplicité désagrégée qui est capturée dans des fonctionnements multiples. Oui, absolument, parce que dans la transformation de l'individu individuel de la modernité comme unité transitive téléologique à l'individu de la postmodernité ou hypermodernité, il y a eu un changement fondamental. C'est pour ça qu'au départ je disais, dans les changements du monde, on n'a pas été inchangé. Je disais, il y a des espèces qui carrément ne sont pas supportées les changements, mais nous, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne quels sont les changements qu'on est en train de subir pour habiter cette nouvelle maison. Parmi les changements, c'est le vidage de toute unité interne de l'individu vers les profils. C'est-à-dire que, au fait, ces petits entités individuelles qui, aujourd'hui, restent sans la promesse, ne sont pas les mêmes. Tu vois, bon, il y a l'étonnement, tu vois, il y a l'étonnement de dire, mais comment, mais cette Bible-là, il s'occupe de moi, il s'occupe de quoi, tu vois, et même dans l'imaginaire de Bible, c'est pas clair du tout qu'il ne s'occupe plus prioritairement du malade qui est en face, tu vois, et s'il réfléchit un tout petit peu, il se rend compte qu'il est en train de répondre à des exigences comme ça, démographiques, tu vois, épidémiologiques. Mais c'est la surprise. Et la surprise, c'est quoi? C'est la surprise, c'est que dans ce nouveau monde, sans promesse et d'une instantanéité permanente, parce que ce n'est pas un présent permanent, le présent c'est autre chose plus épaisse. Dans ce monde de l'instantanéité permanente, la figure de l'individu est devenue un profil fonctionnant. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une subsistance entre l'individu dont parle Hegel dans la ruse de l'histoire, et les profils actuels, il n'y a pas eu une permanence d'une mémété égale elle-même. Il y a eu une transformation qui, de mon point de vue, n'est pas tout à fait viable. Hein, c'est compliqué, pour la vie c'est un peu compliqué, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas il y a eu une transformation fondamentale dans l'effet du vidage et le remplacement de l'idée de la promesse par l'adhésion à un fonctionnement dans lequel ce qu'on a continué à appeler l'individu, eh bien, va se auto-évaluer en permanence par rapport au fonctionnement, sans se rendre compte que l'évaluation de soi-même, d'un point de vue performance, est le mécanisme de vidage de soi-même. Tu vois, c'est-à-dire il y a tout un formatage dans lequel la permanente évaluation, tu sais, c'est-à-dire dans les entreprises, une fois tous les ans, tu vois, il y a comme... C'est drôle parce que pour les maoïstes, ça n'a pas fonctionné très bien, tu vois, mais une fois tous les ans, il y a la réunion des... L'entretien annuel d'évaluation. Entretien, voilà. La réunion, la réunion des critiques autocritiques, tu vois. Alors, chez les maoïstes, la critique autocritique, tu devais
tu devais t'autocritiquer, tu devais trouver quelque chose d'autocritique et pour attendre quoi? Pour attendre à critiquer à l'autre, tu vois, il y avait quand même quelque chose qui résistait, non? Il y avait quelque chose qui résistait, qui a rendu pas viable ces projets-là. Par contre, dans l'idéal de fonctionnement, c'est fantastique parce que ce qu'aucun commissaire politique a réussi à faire en voulant formater de l'extérieur les individus, eh bien, le formatage panoptique, devenir profil, a fait qu'il y a une adhésion à ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose que, je sais pas, n'importe qui a le malheur de travailler dans une entreprise connaît, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une adhésion à ça. Il y a une adhésion de dire, mais est-ce que je fonctionne bien ou mal? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est devenu un idéal panoptique, hein, dans cette dislocation, dans laquelle, vous voyez, parce que par exemple, est-ce que je regarde avec concupiscence, est-ce que je regarde avec concupiscence ma voisine, n'est-ce pas? Ça, c'est pas très bien. Alors on sait que c'est pas très bien, il faut dire que oui, que non, voilà. Par contre, mais est-ce que je fonctionne bien ou je fonctionne pas bien? C'est dingue à quel point, effectivement, à pénétrer, à formater, non? Pour répondre à ta question sur la question de l'intransitivité ou la transitivité des compétences dans le travail, la grande nouvelle frontière aujourd'hui pour le nouveau management, c'est de rendre le travail une activité intransitive. Toute la rhétorique autour du bien-être, du bonheur au travail repose sur cette quête-là. C'est-à-dire faire du travail, faire de l'épanouissement au travail, un objectif en soi. Et aujourd'hui, tout le management est basé là-dessus, c'est-à-dire le travail comme une source d'épanouissement au-delà de tout sens et de tout contenu. Et c'est dans ce sens-là où même la question du bonheur devient une compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne les salariés pour les rendre compétents au bonheur au travail. Et c'est vrai que si on reconnaît parfois une forme de dissonance entre la réalité du travail et la capacité du salarié à s'épanouir au travail, en réalité, la plupart du temps, on essaye de lui faire comprendre comment il va trouver l'épanouissement dans le travail, au-delà, encore une fois, de tout contenu. C'est ça qui est absolument incroyable aujourd'hui dans tout le débat sur la qualité de vie, les conditions de travail. C'est un débat qui laisse absolument de côté aujourd'hui le contenu du travail, le sens même du travail. C'est l'environnement de travail, c'est effectivement toute cette rhétorique-là qui aujourd'hui parle de tout sauf du travail. Ouais, cette domination du fonctionnement est vraiment la lettre volée d'Edgar Allan Poe. Et elle est là et c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Il suffit de se dire, on a tous le malheur d'avoir quelqu'un qu'on connaît, de la famille ou autre, qui est dans une école de commerce. Eh bien, je comprends qu'avoir un fils drogué, c'est malheureux, mais avoir un fils à l'école de commerce, c'est pas mieux, quoi. Bon. Et alors donc, on dit, dites-moi, une fois que vous avez connu quelqu'un qui est dans une école de commerce, quelle qu'elle soit, qui a une affinité élective avec une industrie concrète. Pas du tout. C'est-à-dire, c'est le pur fonctionnement. C'est-à-dire, tu vas à l'école de commerce pour faire fonctionner les fonctionnements où que ce soit. Non? Et même dans les milieux associatifs, un peu alternatifs, de temps en temps, plop, on hérite d'un HEC repenti qui arrive et il nous aide à faire fonctionner notre collectif jusqu'à ce qu'on dit attends, mais nous on a un objectif, hein. C'est pas simplement fonctionner bien. Hein. Alors, vous voyez, c'est la lettre volée d'Edgar Allan Poe, c'est-à-dire cette déritualisation dans laquelle la mesure du fonctionnement prend la place des rites. C'est pour ça que je disais aussi que la grossièreté, la promiscuité, cette violence comme ça, est inhérente au monde fonctionnant, parce que le monde fonctionnant, il est très froid, mais il est tout à fait déritualisé, parce que, vous imaginez, si vouloir éduquer quelqu'un, ça bloque les systèmes,
avoir un rapport ritualisé social, ça bloque le système. Vous savez, je disais, il y avait une annonce d'emploi où je voyais les compétences du manager. C'est incroyable aujourd'hui ce qu'on leur demande, les managers. Plus personne ne veut être manager. Mais par exemple, dans ces compétences-là, il y avait la capacité à créer des rituels. C'est-à-dire que même ce qui échappait encore avant, c'est-à-dire ce qui se faisait à l'ombre, c'est-à-dire tous ces mécanismes de solidarité, d'entraide, de critique aussi, qui permettaient aux salariés de résister et aussi collectivement de créer, de donner du sens, je dirais un sens en contrebande. Aujourd'hui, même l'entreprise, c'est-à-dire quand on dit aux entreprises « Ah, elles s'intéressent au sens au travail », mais quelle horreur que les entreprises s'intéressent au sens du travail. C'est le dernier effort justement pour détruire ce qui restait encore de possibilités d'une construction d'un sens qui échappait au regard de la direction et du patron. Et donc aujourd'hui, on demande effectivement aux managers de créer des rituels, d'une manière d'artefactualiser les rituels, de les maîtriser, de les coordonner avec, encore une fois, l'idée d'apporter ce fameux bien-être. Alors, juste pour si quelqu'un était distrait, ici ou après à différer, vous comprenez que créer des rituels, c'est quand même une aberration, parce que ce sont les rites qui nous créent. C'est-à-dire, nous devons mettre anthropologiquement les rituels de côté du point de vue matériel. C'est-à-dire qu'on n'a pas les rites qu'on veut. On a les rites qui, territorialisés où nous sommes, nous composent. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est les combles du constructivisme postmoderne de dire on va construire des rites. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle cette barbarie qu'on appelle la culture de l'entreprise, la philosophie de l'entreprise. Quelle culture d'entreprise? Comment on va créer une culture dans l'entreprise? Alors c'est quoi cette culture? Parce que et là on voit la destruction et cette fragmentation permanente des mondes fonctionnants de l'hypermodernité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si la culture était quelque chose que tu pouvais la créer en entreprise, alors là, effectivement, plus déterritorialisé que ça, c'est pas possible. Pourtant, on sent, même si on prend un profil HEC, quelqu'un qui est bien formé, il y a toujours quelque chose qui résiste. On peut même trouver chez quelqu'un, ou même quand on fait un entretien annuel, on essaye de bien fonctionner, mais on sent, peut-être ce que Graeber a vu, que dans les bullshit jobs, il y a quand même un souci quelque part. Et on voit aussi les gens dire ah, on est mal, même si la RH a mis des tables de ping-pong, on n'est pas mieux. Si, malheureusement, la part qui résiste, qu'est-ce qu'on en fait? Si, alors si tu veux, le problème, c'est que malheureusement, ceux qui résistent en souffrance. Tu vois, en souffrance dans le sens français, tu vois, d'attente et souffrir, tu vois. Et ça parce que, pour le moment, on n'est pas capable de créer une culture, une image, une esthétique, je voulais dire plutôt. On n'est pas capable de créer une esthétique, n'émerge pas, pour dire comme ça, parce qu'on ne la crée pas non plus. Il n'existe pas, n'émerge pas une esthétique alternative d'une transgression qui ne soit pas une perversion. Tu vois, une transgression qui ne soit pas une perversion, ça veut dire quoi? Je me souviens un jour, Alain Badiou m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup étonné. Il rentrait de l'Argentine et il me dit c'est incroyable. Tu sais que quelqu'un m'a dit qu'en Argentine, les gens font la différence entre aller au travail et travailler. Non? Je dis voilà. C'est un commentaire un peu psychorigide, tu vois, parce que bien entendu, heureusement qu'il y a une différence entre. Oui, c'est là. Et heureusement qu'il y a une différence entre aller au travail et travailler, n'est-ce pas? Mais cette transgressivité n'est pas forcément perversion, vous comprenez? C'est-à-dire, ça signifie cette distance que tu dis. Bon, alors, dans l'Argentine que j'ai connue par exemple, n'est-ce pas? Effectivement, il y avait toute une esthétique si tu vas au travail, mais c'est pas parce que tu vas au travail qu'il va te capturer les patrons les 8 heures par jour. Il y a une esthétique de ça. Aujourd'hui, la seule place, le seul espace qui existe pour celui qui essaye d'exister en faisant semblant de fonctionner,
c'est pathologique, quoi. Finalement, il a raison. Si tu veux, aujourd'hui, tu as raison de cette résistance. Déjà, les corps résistent. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardes les chiffres aujourd'hui de la santé, les arrêts de travail pour cause psychique, c'est une épidémie. Hein. Donc il y a une résistance déjà des corps. Et ensuite, effectivement, cette résistance, malheureusement, elle ne peut pas se raccrocher à un imaginaire subversif qui, lui, se construisait dans une sphère qui était la sphère du loisir, au sens de Hegel, hein, pas au sens du divertissement. Sauf qu'aujourd'hui, cette sphère-là est totalement colonisée, ou tend à ne faire plus qu'une avec la sphère du travail. Et c'est ça aussi, c'est la capacité à construire un imaginaire qui va faire que dans la résistance, il y a autre chose que de la souffrance ou de la négativité qui s'exprime. C'est que malheureusement, elle ne peut pas aller chercher cet imaginaire qui lui-même est pris dans la logique de la performance. Tout ce que je fais, y compris aller au théâtre, nourrit un CV, nourrit des compétences sociales, des compétences de devoir-être, etc. Ou le jeu, même on parle de jeu dans l'entreprise, ou même j'ai vu, il faut inculquer des valeurs anarchistes. Aux employés. Enfin, on va faire des ateliers anarchistes. On arrive vraiment à des trucs. Non, c'est beau. Après, c'est très drôle parce que ce qui m'est arrivé hier, c'est que j'ai eu 3 mails d'une Colombienne et 2 Argentines qui m'ont dit qu'ils avaient vu dans une fiche Wikipédia, que c'est pas moi qui l'ai fait, mais qui existe là, c'est les éditeurs, il a vu que c'était horrible parce que j'étais des côtés de Milei. Je sais comment je vais côté de lui parce que c'est marqué que j'appartiens à la mouvance libertaire. Et alors, c'est ce que tu dis, tu vois, ils nous ont volé les mots, tu vois. Alors j'ai demandé à Bastien, qui s'y connaît, de mettre dans la tradition historique anarchiste. Tu vois, parce qu'effectivement, tu vois, c'est une sorte de piège absolu. Tu vois, il y a là, atelier anarchiste, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir, mais pire encore, parce que c'est les panoptiques bouffés, tu vois, c'est-à-dire, c'est ce que Bentham raconte très clairement, tu peux libérer les mecs une fois qu'ils s'avalaient les miradors. C'est l'entreprise libérée. Une fois qu'ils ont avalé les miradors, tu vois, c'est-à-dire l'objectif. Tu t'es avalé les règles du management. Voilà, c'est-à-dire, c'est les trucs pénitentiaires des Kafka, tu vois, voilà, la loi imprimée dans les corps, tu vois. Quand tu as la loi dans la tête, tu as le mirador dans la tête, tu peux sortir. De toute façon, tu es ton propre flic, non? Bah, c'est quand même un triomphe de panoptique dans ce sens-là, parce que c'est très pervers de dire aux gens faites un atelier anarchiste. Tu dois être tellement convaincu que tu as gagné. À moi, c'est un truc mais archi triste. Un jour que j'avais entendu la radio, un ours que ça faisait je ne sais pas combien d'années qui vivait dans une cage toute petite en Chine. Finalement en Chine est arrivée la question de protection des animaux. Ils ont enlevé la cage à l'ours, qu'est-ce qui se passait? Mais l'ours il marchait exactement dans le périmètre de la cage. Et alors, dans l'atelier anarchiste, viens avec des jeans, dis salut à ton patron, on est comme l'ours qu'on a enlevé la cage. Et il ne dépassait jamais le périmètre de la cage. C'est gay. Alors, on va avancer un tout petit peu parce que, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire aussi des différences? La différence, donc là, si la mesure remplace le rite, la mesure, elle est universelle. La mesure doit être universelle. Alors donc, chaque situation, là en parlant pas d'ontologie, mais situation territorialisée en général, quelle qu'elle soit, dans chaque situation, je dois mesurer quoi? Enfin, je dois mesurer l'écart qui sépare ma barre de la barre universelle, vous comprenez? C'est-à-dire que si la mesure est universelle, et la science est dit, la science est universelle, alors la science est universelle. Alors, si la science, si les connaissances scientifiques sont universelles, apparemment, il ne me reste plus qu'à mesurer la distance qui me sépare de l'universel. Bon. Alors, ça pousse à quoi? Ça pousse quand même à ce qu'on va voir toutes les tendances relativistes aujourd'hui, pas historiques, mais tout le relativisme actuel qui émerge depuis une trentaine d'années, n'est-ce pas? Qui parle de la incommunicabilité
d'une situation à une autre, d'une culture à l'autre. On ne peut pas communiquer. Hein, c'est-à-dire, vous avez les droits de l'homme, nous, on n'a pas les droits de l'homme. C'est-à-dire, les droits de l'homme seraient, par exemple, n'est pas torturé, n'est pas censuré, ça serait une caractéristique de la culture occidentale, mais les autres, ils sont comme caractéristiques, ils peuvent faire l'excision, torturer, vous voyez, chacun sa culture. Alors ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce qu'on s'est dit, non, on ne peut pas tout à coup vouloir rétablir un universel colonial, etc. D'abord parce que le cycle il est poussé de lui-même, et deuxièmement parce que ce n'est pas non plus souhaitable. Mais alors, là, ça pose un problème que, justement, dans le développement d'une théorie de la situation, on devrait pouvoir trouver des réponses à cette apparente aporie de dire, mais alors, ça veut dire qu'ici, je peux torturer, ici, je ne peux pas torturer, mais c'est chacun sa vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'effet post-vérité du relativisme culturel est déjà celui-là. Après, c'est l'hyper-relativisme à chacun sa vérité. N'est-ce pas? À chacun sa vérité. Alors, au fait, on va voir la question de la science, quelque chose, l'appeler vérité scientifique, on va la voir parmi aussi les autres éléments, comme les droits de l'homme, comme les acquis féministes, comme les acquis des minorités sexuelles, etc. On va voir si est-ce qu'elle reste absolument capturée dans une situation relative, ou quelle est la possibilité de penser concrètement l'existence, l'influence de ces éléments-là dans les autres cultures, hein, dans les autres situations. Mais avant ça, je voulais, juste comme on avait parlé des idées, hein, on avait dit que l'universalisme bouge avec des idées, en mettant les idées du côté de ce qui n'existe pas et ce qui devrait exister. C'est-à-dire que l'idée, les idées, dans le sens de Brassens, non, mourir pour des idées, les idées, effectivement, c'est ce qui domine les réellement existants au nom de ce qui devrait être et par rapport au quoi les réellement existants devraient se mesurer. Alors vous savez, nous on a parlé l'année dernière beaucoup de cette catégorisation de Rodolphe Couch entre le monde del ser, que ça serait ce monde-là, le monde occidental, colonial, dans lequel on se mesure toujours par rapport à la barre universelle, n'est-ce pas? La mesure universelle. Hein? Un devoir être. Un devoir être, absolument, un devoir être. Et Rodolphe Couch va dire, à vrai dire, les cultures non modernes, colonisées par le manque à être, à vrai dire, sont des cultures del estar siendo, que nous on traduit par l'être là, comme on a mis dans le bouquin, que c'est un être là, et par les cultures del être là. Ça veut dire quoi l'être là? L'être là, ça veut dire tout bêtement que ce qui est toujours complet et comme ça. Justement, en revenant là avec les handicapés, non, tout à l'heure. Eh bien, la catégorie d'handicapés est une catégorie justement archi-moderne del manque à être. Non? Parce que finalement, il y a une sorte de surplus de souffrance pour la personne discapacitée qui est, peut-être sa discapacité l'empêche de bouger normalement, de raisonner normalement, etc. Mais en plus, il y a cette idée de très très dur de ne pas être comme on doit être. Il y a là, pour juste une parenthèse par rapport à l'handicap, toute idéalisation idéologique décoloniale de que dans le monde précolonial les handicapés étaient très bien traités, ça sont des conneries absolues, n'est-ce pas? Simplement, ce qu'on peut voir, c'est que le traitement des handicapés dans la modernité est comme si, mais il ne faut surtout pas tomber dans comme ça, cette sorte d'idéalisation précoloniale dans laquelle il n'y avait pas de patriarcat, il n'y avait pas de discrimination handicapée, pas du tout. C'est-à-dire, dans plusieurs cultures, les handicapés étaient cachés, balancés par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à idéaliser. Je pense que quand on parle du monde colonial, centralisé, occidental, par rapport à historiquement, chronologiquement, un pré-colonial,
il faut faire très attention parce que ce qu'on peut savoir du précolonial, c'est que d'autres modes d'existence qui ne sont pas dans les devoirs-être, qui sont dans les estar siendo, n'est-ce pas, dans l'être là, sont possibles. Mais je pense que, bon, il y a d'autres choses peut-être à apprendre, mais que toute idéalisation du précolonial, de mon point de vue, est un remède du marxisme le plus bête, n'est-ce pas, qui dit il y a eu un communisme primitif, il y aura un communisme scientifique, n'est-ce pas? Et alors, une bonne partie du mouvement décolonial est absolument capturée par cet idéalisme assez tristounet, n'est-ce pas, qui passe son temps en train de projeter des paradis dans le précolonial et pour dire, une fois qu'on va se débarrasser de la colonisation, ça sera le paradis. Et alors, les conneries vont jusqu'à dire, la science en étant occidentale, il y a une science indienne, comme il y a une science féministe. Bon, ça, on a déjà donné, hein, ça s'appelait la science prolétaire par rapport à la science bourgeoise, n'est-ce pas? Notre problème est quelle place la science galiléenne, la science moderne, la science actuelle, quelle place et de quel mode, sous quel mode, cette science-là peut exister dans les différentes situations. C'est-à-dire, de notre point de vue, nous aussi on se identifie avec la mouvance décoloniale, mais de notre point de vue, la question est plutôt de ce qu'on appelle la phagocytation, n'est-ce pas? C'est-à-dire prendre la chose et la métaboliser, l'incorporer. Cette incorporation est compliquée. Parce que, effectivement, parfois, on veut incorporer un morceau trop gros et trop vite et ça fait exploser la situation. On peut aussi voir que la science, enfin, même quand on prend le moment de Galilée, la notion d'espace et de temps, elle n'est pas claire du tout. Il y a déjà des choses qui, même si c'est un discours normatif qui veut projeter une théologie et tout ça, il y a quand même, et on sait aussi que la science, elle avance beaucoup par sa marge. Même par exemple, on peut prendre Grothendieck, et puis qui décrit bien ce qu'il y a de violent dans son milieu des mathématiciens. On sait qu'à chaque fois, je sais pas, on prend Galois ou un certain nombre de grands scientifiques, ils sont totalement marginaux et ils montrent bien à l'intérieur de la science ce qui dysfonctionne, ce qui est normatif, et ils viennent apporter des ruptures. Et donc on peut aussi faire un regard critique du fonctionnement de la science et trouver justement ce qui résiste et ce qui transforme même la science. Tout à fait, je pense qu'il est... bon, peut-être il n'y a pas de science, il y a des procédures scientifiques. Quand tu as un ensemble qui se revendique de la science, il y a effectivement cette guerre des frontières dans laquelle on va déclarer légitime ce qui n'est pas légal, n'est-ce pas? Il y a un aller-retour que ça donne tout bêtement ce que Poppers dit, c'est-à-dire la réfutabilité. Or, la science, justement, qu'on devrait appeler plutôt le scientisme fonde des vérités non réfutables, parce que c'est là où, tu as tout à fait raison, c'est là où il faut faire la part des choses. Quand on dit, mais à vrai dire, c'est une situation, ce n'était pas la découverte d'un universel, c'est une situation avec toutes ses contradictions. Et cette situation-là va produire un récit qui lui correspond, mais qui ne correspond pas, paradoxalement, à la pratique scientifique. N'est-ce pas? Et c'est là où c'est le ridicule de certains mouvements, certains penseurs de la décolonisation, qu'en contestant la science occidentale, ils ne se rendent pas compte que non, que ce qu'il faut contester, c'est le scientisme qui va établir contre la science des vérités universelles. C'est pour ça que, tu vois, c'est très gênant parce qu'autant on peut comprendre la colère de coloniser par rapport à l'imposition, on peut comprendre cet excès qui le mène vers un relativisme est terrible parce que si nous disons ici on doit construire notre science chinoise, notre science hindoue, n'est-ce pas, parce qu'on s'oppose à la vérité dévoilée,
ce qui passe à là, c'est les pratiques scientifiques réelles, que justement, aucune pratique scientifique réelle accepte une vérité définitive universelle. Non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que la loi de la relativité générale, la réalité générale, voilà. Pour le moment, la réalité générale n'a pas été réfutée. Mais la relativité générale ne peut pas être représentée comme si c'était une vérité universelle. Alors, c'est ça, bon après on va revenir, mais c'est ça où je voulais venir dans la question de, mais quel rôle jouent les savoirs scientifiques et sociaux, non? Quel rôle jouent les savoirs scientifiques et sociaux produits dans le monde universel dans les autres situations, non? Parce qu'une contestation radicale, la même contestation radicale à un universel, d'une vérité scientifique universelle, c'est la même de la contestation au féminisme occidental, aux différents mouvements d'émancipation occidentale qui seront considérés comme coloniaux parce que produits dans l'Occident, par exemple. Bon, alors quelques petits éléments encore. À vrai dire, si le monde occidental est le monde des idées, le monde dans lequel voilà, on pense en devoir être par rapport à ce qui est. Alors, ce qui est, ça ne veut pas dire, contrairement au fameux discours de Sarkozy sur les peuples qui n'ont pas entré dans l'histoire, dans les cultures de l'estalcienne, dans les lettres là, il y a une modification permanente, il y a un changement permanent, simplement le changement se fait de cette façon spiralaire dans laquelle la nouveauté apparaît pour restaurer une faille. N'est-ce pas? Alors, cette nouveauté va apparaître pour restaurer une faille, donc ça exige une sorte d'assomption de cette complexité dans laquelle toute idée de table rase et dorénavant on va créer le nouveau est aberrante. Non? Alors, on peut dire que dans les sociétés non modernes, dans les cultures non modernes, ce qu'il y a, c'est des mythes, non pas des idées. Non? Alors, un mythe, tel comme le va présenter Lévi-Strauss, c'est ce qui explique, décrit et justifie la réalité. Vous voyez, ça la décrit, la réalité, ça l'explique, ça la justifie. Alors, le mythe n'est pas 100% performatif, loin s'en faut. Les mythes, plutôt, expriment de façon articulée et rationnelle ce qu'on est en train de vivre. Pas ce qu'on est en train de vivre. Mais dans les sociétés non modernes, on peut dire que dans le sens où je le définis là, hein, après on peut lui donner un autre sens, mais on peut dire que dans les sociétés non modernes, paramodernes, je ne sais pas, précoloniales, il n'y a pas d'idées. Ce n'est pas des sociétés des idées. Ce n'est pas des sociétés des idées parce que l'idée, dans le sens où je utilise là, l'idée implique la séparation. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'idée implique la séparation. En tant que les mythes, tels comme sont produits par les processus même du devenir, les mythes sont une dimension des processus, mais pour qu'il y ait des idées de comment le monde doit être, eh bien pour qu'il y ait des idées, il faut qu'il y ait séparation. Ceci, effectivement, il faut encore, ça ne mène absolument pas à idéaliser des sociétés pré-modernes ou paramodernes qui, comme ils n'ont pas d'idée de comment le monde doit être, seraient privés de se massacrer joyeusement, se violer, se triper. C'est-à-dire, alors, c'est quoi que nous voyons comme différence fondamentale qui à nous peut nous intéresser? Eh bien, les réels que nous trouvons dans les sociétés non modernes est la cohabitation de l'humain avec des cycles naturels, culturels, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qui auront en commun, sous des formes très différentes, c'est cette cohabitation pacifiée et harmonieuse avec des cycles dans lesquels l'espèce humaine, sous des formes différentes, est intégrée. Vous voyez? Et c'est là où il y a la bagarre actuelle. La bagarre actuelle, c'est
il faut tout déréguler, n'est-ce pas, la mort de la mort, comme dirait l'autre, ou la dérégulation économique, la dérégulation des cycles. On a une copine au collectif argentin, Florencia Carabajal, qui travaille sur les cycles menstruels, non? En montrant comment il y a une sorte de colonisation patriarcale, non? Dans le sens de vouloir aussi intervenir sur le cycle menstruel, non? Et alors, au départ, ça surprenait, parce que dire pourquoi est-ce qu'il y aurait toute une pensée, une activité autour de la menstruation? Eh bien, parce que la menstruation est effectivement du côté du féminin, cet rappel des cycles, qui a une cyclicité qui est liée à un ensemble, n'est-ce pas? C'est-à-dire, aucun corps va menstruer tout seul, isolé, c'est l'incorporation, l'intégration en ensemble. Alors, voilà, ce qu'on peut dire, loin de toute idéalisation, c'est que voilà, au moins, si pour notre société le problème c'est une dérégulation sauvage qui met en cause la survie des espèces, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des cultures qui peuvent vivre avec les cycles. Alors, et ces cultures-là, une fois encore, il n'y a aucune raison pour qu'elles soient privées des procédures scientifiques, il n'y a aucun besoin de qu'elles soient privées des acquis sociaux de n'importe quelle autre situation. Alors, un dernier point, pour si jamais la prochaine fois vient Angélique, c'est que dans l'hypermodernité, il y a la formation, la reformulation d'un réalisme très radical. Alors, dans le monde moderne, on voit bien quel est le réalisme. Le monde existe indépendamment du sujet. Donc, le sujet doit connaître le monde, s'adapter et exister dans ce monde-là. Dans le monde hypermoderne de la dislocation, paradoxalement, parce que ça semble un paradoxe, on verra que ça n'est pas un, mais paradoxalement, à l'idée des post-vérités, chacun sa vérité, etc., lui correspond un réalisme très très fort. Vous voyez, ça semble paradoxal, parce qu'on dit chacun sa vérité, or si on est dans un régime, dans un dispositif hyper réaliste, comment chacun sa vérité? Eh bien parce que chacun sa vérité est le récit idéologique qui va cacher derrière un réalisme dans lequel les profils disloqués, eh bien, ils doivent s'accommoder, non, s'adapter, fitness, non, à une réalité existante qui est celle du fonctionnement. Vous comprenez? C'est-à-dire que, on va dire, d'un point de vue narcissique, comme les ateliers anarchiques, on va dire d'un point de vue très narcissisant, et moi ce qui m'éclate la tête, mais vraiment, je n'arrive pas à croire, c'est que la plupart des gens qui sont dans ces fonctionnements-là, ils y croient vraiment. C'est-à-dire que, voilà, y croire, ça veut dire que tout mensonge est un mensonge contre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ment, mais c'est contre lui-même, il pense que c'est pas bien. Bon, alors, dans ce monde d'un nouveau narcissisme, parce que c'est un narcissisme qui investit quoi, parce que les narcissismes, aussi le narcissisme, c'est pas tout le narcissisme. Qu'est-ce qu'investit le narcissisme? Eh bien, c'est le narcissisme qui va investir cette partie congrue, la partie petite de notre multiplicité, qui est la partie du profil. Eh bien, c'est le narcissisme qui dit, c'est pareil par rapport au réseau, c'est-à-dire les réseaux il est horizontal, tout le monde peut parler à tout le monde, c'est quand même, une fois encore, la lettre volée. Il n'y a rien de plus centralisé qu'Internet. Rien de plus centralisé qu'Internet, c'est-à-dire que les réseaux dans lesquels tout le monde peut dorénavant dire sa connerie, et tout le monde peut donner son opinion, et que tout le monde... la vérité, c'est que comme dispositif, il y a 60 ans, donner ton point de vue en tant que groupe dissident, c'est un bordel. Tu devais avoir un miméographe, tu devais pouvoir le distribuer. Eh bien,
On peut dire qu'on était dans une multiplicité désordonnée, difficile à discipliner parce que tu pouvais cacher le miméographe quelque part, la petite imprimerie. Aujourd'hui, au moment où tout le monde peut dire ce qu'il veut, c'est parce que le pouvoir est en possibilité, est en condition de dominer absolument tout ce qui est dit, contrairement à quand il y avait les petits miméographes dans ta maison, n'est-ce pas? Alors, cette idée de post-vérité, n'est-ce pas? Il faut quand même la voir d'une façon un peu... Il faut comprendre de quoi on parle dans post-vérité, n'est-ce pas? Parce que l'idée de post-vérité dans laquelle chacun sa vérité ne correspond pas au monde disciplinaire actuel. Pourquoi? Parce que dans le monde disciplinaire actuel, il y a un hyper-réalisme nouveau qui va dire chacun de nous doit s'adapter au fonctionnement. Et alors c'est là où il y a les liens avec Angélique, les compétences et les fonctionnements, parce que les sciences cognitives ou les cognitivismes, etc., vont inventer la psychologie du profil. Vous voyez, de la même façon que Freud va construire un modèle de qu'est-ce que c'est la psychologie du bourgeois de Vienne, n'est-ce pas? Et après on va essayer de l'exporter un peu partout. De la même façon, dans la construction de l'homme hypermoderne en tant que profil, il y a une invention de la psyché, non? Qui est performative, non? Parce qu'après on s'adapte. Et cette psyché de l'homme hypermoderne, du profil, est la psyché dans laquelle il y a une fonction d'adaptation à la réalité extérieure existante, qui est la réalité des fonctionnements. C'est pourquoi on va parler des biais cognitifs. C'est pour ça qu'on va parler des biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs sont, vous le verrez par rapport à la pédagogie et compétences, les biais cognitifs, c'est la radiographie de l'idée des compétences. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je dois aider à l'enfant à avoir une dynamique adaptative par rapport à un extérieur. Et c'est l'idée des biais cognitifs, c'est-à-dire, du coup, si moi je suis un individu de la modernité, pas avec un intérieur, une antériorité, toutes des pulsions, des désirs, je fume. Alors je fume, on dit il fume parce que fumer, ça me fait un truc. Voilà. Si je suis un profil, je fume, je suis un dissident. Pour moi, je suis un dissident. Il y a un biais cognitif. C'est-à-dire que là, on voit par exemple les passages de l'individu au profil. Tu vois? Et quand nous voyons quelqu'un qui fume, demandez vous-même, non? C'est-à-dire, quelqu'un qui fume, de plus en plus, on a la perception normalisée qu'on est en train de voir quelqu'un qui se trompe. Vous voyez, les biais cognitifs. Vous comprenez? Quelqu'un qui se trompe. Si il ne se trompait pas, il ne pourrait pas fumer. Vous voyez? Alors, l'idée des biais cognitifs est l'idée à travers laquelle cet universel occidental, colonial, chassé par la porte, est revenu en force par la fenêtre avec le néoréalisme hypermoderne, n'est-ce pas, dans lequel, à le soi-disant monde de chacun sa vérité, lui correspond une réalité dans laquelle il y a une vérité unique, qui est celle de l'adaptation à un fonctionnement, et par rapport auquel tout ce qui résiste est un biais cognitif. Vous voyez, en définitive, par exemple, là, l'inspecteur auquel je faisais référence, qui est venu rendre visite à Angélique, eh bien, lui, il pouvait comprendre comme un biais cognitif que plutôt de comprendre le fonctionnement, un élève s'attachait trop à une connaissance. Bon. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Effectivement, nous allons petit à petit et pas à pas parce que, comme vous vous rendez compte, c'est un objectif que, comme on dit avec Jean-Michel Besnier, c'est humble mais ambitieux à la fois. Humble parce que, bon, on les fait comme on peut, et ambitieux parce que c'est très ambitieux, qui est de dire, si nous prétendons participer à la construction d'une théorie de la situation qui puisse
s'est substitué à la jadis téléologie, non, vérité universelle, et à la dispersion, bah, c'est un sacré boulot. Alors nous, on va avancer petit à petit avec cette hypothèse que la bonne mesure est la situation. Bon, et vous savez, quand on dit, ça c'est très important de savoir, ils disent qu'il y a Riccardo, comment s'appelle le nom de famille? Scognamiglio. Riccardo Scognamiglio, mon ami de Milan, qui m'a raconté l'autre jour, il m'a dit, tu sais, dans les toilettes de la fac, il y avait un écriteau qui disait on a vu passer Dieu et il criait Nietzsche est mort. Et nous, on pourrait ajouter on a vu passer un homme qui criait Foucault est mort. Voilà. Bon, c'était tout, les 2 heures, c'était pour arriver là. Je peux même vous dire une chose par rapport à ceux qui nous suivent par différé. Je peux vous dire encore une information scientifique, parce qu'elle vient de la mesure, que parmi chaque 10 personnes qui nous regardent en différé, 5, c'est la moitié. C'est une information objective. Bon, la prochaine séance du séminaire, c'est le 8 janvier, à 20h30. Pas du tout. C'est le 15 janvier. C'est le 15 janvier. La prochaine séance du séminaire, c'est le 15 janvier. Et vous pouvez non pas tous qui suivent en différé, non parce que les locaux ne pourraient pas, mais une partie de ceux qui nous suivent en différé sont absolument invités à venir. Et sinon, bon, voilà, ça sera par télévision.